Vous informer, c'est notre devoir et être informé, c'est votre droit. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur MD Pro Télévision. Démarrons cette nouvelle édition avec cette information brève. Dernier hommage rendu par le membre de la famille politique, biologique et sympathisant à Chériba Okende ce mercredi 20 mars à l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa avant la messe et inhumation. Georges Oema, membre de la famille du défunt, rejette le rapport des experts sur la mort d'Okende. Selon Frédolin Ambongo, la conclusion de l'enquête sur la mort de Chériba Okende démontre que la justice congolaise est véritablement malade. Chériba Okende s'est nettement démarqué de la démocratie générale qui caractérise la classe politique et a ajouté que l'Église catholique est fortement contre la levée du moratoire sur la peine de mort, surtout dans un pays où la justice est malade. Moïse Katumbi, Martin Fayulu et d'autres acteurs politiques de différents regroupements étaient présents à la messe. Poursuivons cette édition du journal avec cet élément interrogé sur la motivation de cette décision. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, estime que la République démocratique du Congo, au regard de son rôle et de son poids, ne se sent pas considérée au sein de cette organisation francophone. À en croire Patrick Muyaya, la francophonie n'appartient pas à un État et dénonce la confusion existe dans l'État de Louise Mouchiambo comme secrétaire général de l'OIF, mais aussi comme ancienne chef de la diplomatie rwandaise, propos recueillis par Benibola. À la tête des affaires étrangères de Rwanda, secrétaire général, où on ne peut pas se prononcer de manière claire, sans embâche et œuvrer pour être sûr qu'au sein de la grande communauté francophone, il n'y a pas des Congolais qui meurent ou des Congolais qui sont tués tel que cela se passe. Première chose. Deuxième chose, nous étions à Tunis avec le Premier ministre chef du gouvernement, vous vous souvenez de la photo qui a été boycottée, parce qu'il faut passer des messages. Et donc aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par les drames qui ravagent nos populations, qui sont aussi francophones, il faut le rappeler, dans l'Est de la RDC, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la télévision nationale. Sûrement que mon collègue des Affaires étrangères fera une allocution demain pour parler justement de notre appartenance à la francophonie. Bon, sur votre question, nous allons évaluer, évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit il faut qu'on se retire de la francophonie en guillemets, parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires au regard justement des latitudes de l'organisation. Mais on ne va pas sur les chiffres dire bon, on va évaluer, on va quitter la francophonie. Il y aura des mécanismes ou des décisions qui pourront être prises lorsque cette évaluation sera totalement finie. Mais ici, il faut considérer que c'est une opportunité pour la France principalement et les autres pays francophones, connaissant le rôle central de la RDC, d'agir. Parce que l'option de quitter la francophonie, en tout cas pour beaucoup des Congolais, n'est pas exclue lorsqu'ils ne se sentent pas en cours, lorsqu'ils sentent pas, ils ne ressentent pas suffisamment de solidarité, de compassion par rapport au drame que nous connaissons. Le journaliste Stani Boujakira a finalement quitté la prison centrale de Makalatar dans la soirée de ce mardi 19 mars. C'est alors qu'il a été signifié un appel du ministère public tombé au début de la soirée pendant qu'il arrangeait ses effets afin de quitter la maison carcérale plus de 6 mois après son incarcération. Le journaliste Stani Boujakira peut à nouveau exercer son travail en toute liberté et indépendance. Sa libération intervient après le verdict du tribunal de grande instance, le condamnant à 6 mois de servitude pénale, une durée peine couverte après le temps déjà passé en détention préventive à la prison centrale de Makala depuis le 14 septembre 2023. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dit comprendre les multiples réactions enregistrées après l'annonce
du rétablissement de la peine de mort au pays après 20 ans. Cependant, l'exécutif national réaffirme qu'à travers cette décision, il veut arrêter le mort congolais compté par millions, particulièrement dans l'est du pays, à cause de la traîtrise de certains compatriotes lors du briefing presse du mardi 19 mars 2024 à Kinshasa. Son porte-parole a déclaré que si pour arrêter ces morts congolais, il faut passer par la restauration de la peine de mort, le gouvernement n'a pas le choix. Propos recueillis par Sadam Naloué. Des gaietés des cœurs que nous avons évidemment sous la direction du président de la République, comme gouvernement avait l'option de laisser les moratoires sur la peine de mort. Mais parce que nous sommes, j'ai vu notamment l'Union européenne encore elle réagir à ces propos. Nous comprenons leur réaction, mais nous sommes dans un contexte précis où nous voulons justement arrêter des morts des Congolais que nous comptons par millions. Et si pour arrêter les nombres de morts congolais par million, il faut passer par la restauration de la peine de mort pour ceux qui le méritent, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas d'autre choix en face de la traîtrise qui est constatée de manière régulière lorsqu'il faut monter et faire des opérations contre l'ennemi. Parce que tout à l'heure, vous parliez par exemple de corruption, et la corruption a toujours des conséquences négatives, et lorsque cette corruption permet à des milliers de Congolais d'être en errance, nous sommes le gouvernement, nous devons nous assumer, et je pense que cette décision a été prise pour des besoins spécifiques. Ma collègue de la justice, je pense, a pris une note circulaire qui les montre, et qui l'atteste, et qui fixe je pense, les infractions ou les comportements qui sont constatés. Je pense que des mesures seront prises pour que chaque fois que justice devra être dite de cette manière, que cela soit des sortes qui sont méritées. Donc il y aura un processus d'encadrement particulier qui se fera. Ce ne sera pas à la tête du client, on se réveille un matin, on se décide, M. Pichou-Lumumba, vous êtes éligible d'un non. C'est parce qu'il y aura des faits suffisamment documentés qui permettront d'arriver à cette conclusion. Donc, on comprend bien ceux qui réagissent, mais nous savons tous qui est les plus grands tueurs dans l'Est. On ne les cite pas. On pense au contraire qu'il faut continuer à travailler avec lui, mais tout ça, ça relève de la justice et nous prenons des mesures en interne pour répondre à ces questions. Vous venez de suivre l'élément de Patrick Mouyaya sur la peine de mort. Prenons à présent une autre information. Depuis quelques semaines, la ville-province de Kinshasa fait face à de fortes chaleurs et cette situation préoccupe au plus haut point le Quinois et Quinoises. C'est dans ces cadres que le gouvernement de la République a décidé de briser les silences pour communiquer sur la cause à la base de cette situation. D'après le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge, il a été noté depuis le début de ces mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. Les températures ont haussé autour de 33-34 degrés Celsius. Propos recueillis par Beniboula. Bonjour. Nous voulons mettre au point la situation de la chaleur dans la ville de Kinshasa. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, il a été constaté des hausses de température dans la ville de Kinshasa, obligeant les gens à se poser des questions en sens divers. Il a été noté donc depuis le début de ce mois que les températures pendant cette période de pluie ont été inhabituelles. Et le Mételsat a donc remarqué que de la période du 1er au 13 mars, les températures ont oscillé autour de 33-34 degrés Celsius. Le pic de température dans la ville de Kinshasa a été observé le 12 mars, où on a atteint 37,5 degrés Celsius. Alors il faut savoir que ces températures qui sont observées au niveau de Kinshasa sont liées à plusieurs conséquences, notamment une diminution de l'absorption et de l'évaporation, mais aussi une circulation de vents qui sont venus de l'Est, donc avec toutes les particules volcaniques. On a quand même retrouvé des vents chauds qui sont venus jusqu'ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi la rareté des précipitations. Parmi les autres causes, il est à noter donc justement l'accumulation de tout le gaz carbonique lié à l'échappement, à l'émission des gaz au niveau des échappements des véhicules, mais aussi les différents déchets dans la ville et les industries brassicoles qui ont augmenté le taux de CO2 dans la ville de Kinshasa, et ça
L'information nous a été confirmée au niveau du ministère de l'Environnement qui dose de temps en temps le taux de concentration de gaz carbonique dans la ville de Kinshasa. Alors, comme vous le savez, cette hausse de température a des conséquences sur la santé. Particulièrement pour les enfants, pour les personnes vulnérables que sont les vieillards, mais aussi les ouvriers qui travaillent avec une installation directe à l'air libre. Donc pour ces personnes, quand il y a des coups de chaleur comme nous l'avons observé, il se passe ce qu'on appelle une déshydratation, donc une perte d'eau. Mais ce que nous recommandons aux gens, justement, c'est de rester dans des endroits frais, de se protéger et de boire beaucoup d'eau sans attendre la soif. Mais aussi pour les ouvriers qui sont obligés de rester à l'extérieur, notamment les gens qui sont dans les chantiers, les gens qui sont des soudeurs et toutes les autres personnes qui sont à l'extérieur, nous recommandons de porter des couvre-chefs, donc des chapeaux, des foulards pour les dames, et surtout de rester à l'abri d'une insolation directe parce que ça agit aussi sur la peau à cause des rayons ultraviolets que nous avons. Un tour dans nos provinces, le gouverneur militaire de l'Ituri s'exprime par rapport aux chefs religieux qui viennent lui demander de l'argent et c'est que lui propose l'idée de commencer à exploiter la mine. Je suis prêt à partir d'ici. Si vous voulez bien que je parte, je suis ni un voleur ni un bandit, a dit le lieutenant général Johnny Luboya, un propos recueilli par Daniel Kitenge. Et je vous ai dit, pour terminer, je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, hein, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent, ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent de l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande de l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or et je ne serai jamais voleur et je ne serai jamais... Toujours en province, les habitants de Katanda, dans le Kasaï, ont désavoué Sami Badibanga, autorité morale du groupement Le Progressiste, parmi les causes lui reprochant la trahison, le vol et la corruption. La population de Katanda demande à la Cour constitutionnelle de réhabiliter Olivier Wakazadi le choix de la population du Kasaï. Images et commentaires. La forte chaleur des Katanda n'a pas empêché la population de ces coins à faire savoir sa position après les élections du 20 décembre 2023 qui a vu les regroupements progressistes de Sami Badibanga ne pas atteindre les seuils. C'est dans ces cadres que les habitants des Katanda dans les Kasaï ont désavoué officiellement Sami Badibanga. Les calicots, les effigies portant un message de paix, mais ils se sont rendus au cimetière. Ils disent qu'aujourd'hui c'est l'enterrement de Sami Badibanga Ntita. Ils sont là mobilisés. La foule qui arrive encore
Symbole qui ne peut jamais remettre ses pieds à Katanda. Selon plusieurs témoins, c'est à cause de la corruption, vol et trahison. Si la Cour constitutionnelle est symbole de la justice, elle doit respecter le choix des habitants de Katanda. La population promet de ne pas se limiter là. D'autres actions arrivent si la Cour constitutionnelle ne veut pas respecter leur volonté, qui est Olivier Sendola Wakazadi. Il s'y est de noter que dans les regroupements les progressistes amenés par Samy Badibanga, Sonny Mutombo, candidat de la Tchangou, s'est démarqué durant la campagne électorale en rassemblant plus de 10 000 personnes durant ses tournées. Malgré ça, le seuil de 1% qui a été rétribué par la Cour constitutionnelle a été que pour nommer Samy Badibanga, qui officiellement n'a pas été élu dans son village où il a postulé, comme nous montrent ces images. Mais ils se sont rendus au cimetière. Ils disent qu'aujourd'hui c'est l'enterrement de Samy Badibanga Ntita. Information dehors de nos frontières au Sénégal, les candidats ont eu seulement 12 jours pour convaincre les électeurs. Mohamed surveille les dernières affiches de candidats à la présidence. Deux équipes ne misent pas forcément sur le traditionnel affiche électorale, mais plutôt sur le numérique. Les élections au Sénégal auront lieu le 24 mars de l'année en cours. Suivez ces reportages. Mohamed surveille les dernières commandes des affiches des candidats à la présidentielle. Nous sommes en train d'imprimer des affiches de la coalition Benno Bokk Yakaar comme candidat à Amadou-Ba. Ça, c'est les spécimens du candidat Diomaye président. Ici que vous êtes en train de voir. Ce gérant de cette régie publicitaire est déçu. Il s'attendait à plus de commandes d'affiches politiques pour l'élection. On ne sent pas cette campagne. Les candidats ne sont pas venus. On n'a pas reçu beaucoup de candidats. Les prévisions qu'on avait émises, c'est tombé à l'eau carrément. Fixée dans un premier temps le 25 février, la présidentielle a été reportée puis reprogrammée le 24 mars, surprenant bon nombre de candidats. Pour se réorganiser, le parti PUR du candidat Aliou Mamadou Dia a décidé de mettre l'accent sur des caravanes populaires dans les rues de Dakar. La politique du PUR, c'est une politique de proximité qu'on mène bien avant les élections. On est dans les quartiers, on est au fin fond du Sénégal. Cette stratégie est en train de porter ses fruits. Bonjour, bienvenue. Au quartier général du candidat Boubacar Camara, l'équipe de communication a, elle, fait un pari sur les réseaux sociaux. Elle cherche ainsi à se démarquer par rapport aux 18 autres candidats en lice pour le scrutin. Au Sénégal, les réseaux sociaux sont en tout cas omniprésents. Nous sommes 3 millions sur Facebook. Nous faisons partie de ceux qui produisent les meilleures qualités au niveau de la campagne, que ce soit en termes de contenu ou en termes esthétiques. La campagne électorale ne dure cette année que 12 jours contre 21 pour les éditions précédentes. Rendons-nous en France où le trafic de drogue est un véritable fléau. À Marseille, l'année dernière, près de 50 personnes ont été tuées dans la ville. Depuis hier, plus de 82 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette opération. Suivez. Même ces ministres ont été pris de court. La visite n'était pas inscrite à l'agenda. Une surprise nommée Emmanuel Macron à Marseille ce matin dans les quartiers nord de la ville, gangrénés par le trafic de drogue depuis des années. Visite inopinée au lendemain d'une opération policière d'ampleur. Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent. La Castellane, 6000 habitants, est la cité où a eu lieu hier l'opération dite Place Nette, le terme choisi par le gouvernement pour désigner sa stratégie de lutte anti-drogue. Donc là, on va accroître, si je puis dire, tout le travail de fond qui est fait depuis ces dernières années de harcèlement sur tous les points de deal, plus le travail avec les bons résultats obtenus à l'international. Hier, les policiers ont procédé à un vaste coup de filet. Depuis le début de l'opération en 2021, sur 149 points de deal, 70 ont été fermés sans être reconstitués ailleurs. Le but, c'est d'être présent tout le temps, en fait. Alors, même si on est identifié, c'est pas grave. L'opération devrait encore durer 3 semaines au moins, malgré le volontarisme affiché dans les propos de la population, la lassitude. Moi, ça fait 25 ans que j'habite ici. Je vous avoue, j'ai un peu marre de tout ça. J'aimerais que ça s'arrête. Mais bon, après, je pense pas que ça va s'arrêter parce qu'il y aura des générations qui vont, on va dire, remplacer. Il faut aussi sensibiliser les consommateurs. Parce que je pense que s'il n'y a pas de consommateurs, il y aura moins de drogue.
Ça fait 50 ans qu'on vit dans un taudis. C'est un taudis. Oui, on est dans le quartier. Moi, j'ai mes parents là-bas. La guerre de territoire pour le contrôle des points de deal a ensanglanté Marseille comme jamais en 2023, avec 49 personnes tuées, dont 4 victimes collatérales. En sport, avant de boucler complètement cette édition du journal, le football club Les Aigles du Congo va bientôt se doter de ses propres installations sportives. Son président, Vidier Chimanga, a offert au club un espace de 80 hectares sur lequel sera érigé le centre de formation du club, dont la première phase des travaux a déjà été lancée. Le premier terrain sera disponible dans près d'un mois selon le rythme de travaux suivi. Et aujourd'hui, on est sur le site de M. Chimanga. Le projet, c'est un projet que M. Chimanga a quand même depuis un certain moment. Okay, on en a toujours discuté, je crois. Ça date de 3 ans qu'on en parle, plus ou moins. Et il m'a toujours dit qu'il avait son site. Okay, et il y a quoi, je dirais, il y a 3 mois, je suis venu visiter le site avec lui. Et on a eu la possibilité de racheter quelques matériels pour avancer. Okay. Mais nous, on va pas aller sur une académie, nous on va aller sur un centre de formation. Alors, ils vont recruter les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes à ce moment-là qui vont venir y vivre ici. Donc ici, au départ, alors on va sur un terrain. Le projet va s'agrandir, ça veut dire qu'on aura minimum 2 grands terrains et 4 petits terrains. Une piste d'athlétisme, une piscine, terrain de basket, terrain de volley. Donc, on va vraiment essayer de faire un centre multisport. Dans le centre, ça veut dire qu'on aura des dortoirs. On aura un réfectoire fatalement, des bureaux et tout ce qui va avec la logistique d'un centre de football. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre réelle attention et fidélité. Au revoir.